Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Dans son job aujourd'hui, on parle de formation, une formation à usage éthique et performant de l'IA générative. Oui, c'est possible. On en parle avec Grégory Gallic, il est manager offre et expertise chez Segos qui va bientôt fêter ses 100 ans. Le cercle RH, comment mieux accompagner les aidants? On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Les accompagner en entreprise. Il y a parfois beaucoup d'épuisement professionnel chez les aidants et on va en parler avec Christine Lamidel. Elle est fondatrice et directrice générale de Tilia, qui est une start-up dédiée justement à l'accompagnement des aidants. Et puis il y aura sur le plateau Hélène Rossignol, les docteurs spécialistes de l'aidance. Elles seront nos invités. Et on terminera avec le livre de Smart Job. Diana Paola nous parle bien du syndrome du bon élève ou de la bonne élève. Ça touche beaucoup les femmes. On en parlera avec elle dans quelques instants. Diana est experte en stratégie de leadership. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler formation et pas n'importe quel type de formation, la formation à l'IA générative. Il y a une très forte demande des collaborateurs, des salariés et on va en parler, une formation à usage éthique performant en entreprise. Grégory Gallic, Gaillic ou Gallic? Gallic. Je l'ai bien dit, hein, comme on le pense. Gallic, manager offre et expertise chez Segos, qui est le leader de la formation en France et pour ne pas dire en Europe, avec un livre blanc, on va en parler, maîtriser l'IA formé pour un usage éthique et performant en entreprise. D'abord, un mot sur le titre, éthique et performant. On sent que c'est très important pour vous d'avoir adossé ce terme à l'IA générative, parce que sinon, elle n'est pas éthique et performante. Disons qu'il faut à la fois en avoir un usage responsable, donc éthique, pour gérer des données confidentielles, pour aussi s'assurer que ce qui est généré par la machine est bien conforme à ce que l'on souhaite et pertinent. Et puis aussi un usage performant pour l'aspect productivité, plus de créativité et gagner du temps au travail dans le quotidien. Alors, entreprise de formation, c'est venu de la base ou c'est Segos qui a dit il faut impérativement construire des programmes, construire des offres, ou est-ce que vous avez senti qu'il y avait par la base une très forte appétence et une très forte envie de comprendre? On a senti, comme tout le monde, l'avènement de ChatGPT à la fin de l'année 2023, qui nous a amené à considérer que l'appropriation de la part des individus, d'abord, salariés ou pas, et l'appétence avec plus d'1 million d'utilisateurs en seulement quelques jours, 5 jours je crois. Donc c'était fulgurant en termes d'appropriation. Et 2023, excusez-moi, hein, c'était hier. Oui. J'ai l'impression que les choses sont allées à une vitesse. Très vite. Et puis évidemment, on s'est dit qu'il y avait un levier pour accompagner les salariés et les managers dans l'utilisation de ce type d'outils. Donc on a très vite procédé à la conception et à la commercialisation de produits liés à l'IA générative. Dans les offres, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui disent en fait ne pas y toucher parce qu'ils ont peur de l'outil, comme ce fut le cas avec l'arrivée de l'ordinateur. On ne faisait pas, on gardait le papier. Et j'imagine que les formations doivent être graduées en fonction du niveau de chacun. Et je pense qu'il y a un gros travail d'accoutumance à l'outil de base. Tout à fait. Donc on a des programmes d'acculturation, de sensibilisation qu'on peut déployer à l'échelle. En fait, et on utilise des formats plutôt courts dans ces actions-là pour pouvoir justement déployer à l'échelle et assez rapidement. Et on aborde les principes de base, à quoi ça sert, comment s'en servir, comment dialoguer avec la machine. Et puis, comment s'en servir, vous l'avez dit, de manière éthique et responsable. Ensuite, il y a quand même l'idée de l'utiliser comme d'un outil de performance et de productivité. Alors, éthique et responsable, ça c'est une donnée, je dirais, philosophique, j'allais dire, mais technique. Mais il y a quand même l'idée, pour celui qui va vous acheter la formation, d'avoir des collaborateurs un peu plus performants ou plus productifs. Il y a de ça quand même derrière. En fait, il y a deux choses. Il y a à la fois une logique assez top-down dans l'entreprise, via des actions de régulation, type code de conduite ou charte d'utilisation de ce type d'outils. Et puis, il y a une logique aussi top-down par les outils en fait, qui sont mis à disposition des salariés. Et puis, il y a aussi une démarche très bottom-up qui vient de l'expérimentation des gens et qui, si ces expérimentations sont
sont pas régulés, on ouvre la porte finalement à ce que les gens fassent tout et n'importe quoi avec. Et donc l'idée, c'est en ayant une régulation et en s'appuyant sur une logique de développement des compétences, on s'assure à la fois que les personnes l'utilisent correctement, que ce soit un vrai outil de productivité, mais aussi avec un usage éthique. Donc dans tous les programmes et la variété de programmes que vous proposez, il y a quand même aussi un autre enjeu, et j'aimerais vous entendre sur ce sujet, c'est intégrer l'IA dans les métiers. On nous dit les métiers ne vont pas disparaître globalement, mais des blocs de ce métier vont disparaître. Ça aussi, c'est réintégrer l'outil dans un métier, parce que c'est un autre sujet, ça. Alors, notre conviction, c'est qu'effectivement, on ne sera pas remplacé par la machine, mais plutôt peut-être par quelqu'un qui l'utilisera mieux que nous. Donc, l'idée de l'intégration dans les métiers, c'est d'identifier justement dans les processus métiers de l'entreprise, qui sont peut-être transverses à diverses organisations, mais aussi parfois spécifiques, d'identifier à chaque étape du processus quelle valeur ajoutée peut apporter l'IA pour pouvoir travailler sur le processus et se dire quels sont les cas d'usage qu'on va mettre en œuvre et pour lesquels on va utiliser l'IA dans les verticales métiers. Et les métiers très impactés aujourd'hui sont des métiers type marketing, communication, tout ce qui produit des contenus. Journalisme, dites-le. Le journaliste, par exemple. C'est vrai. Et puis également d'autres métiers type les RH, sur toute la chaîne de valeur. Les métiers juridiques, comptabilité. Oui, bien sûr. Les métiers aussi. de données, en fait, qui possèdent de la donnée. Tout à fait. Avant de nous quitter, je sais que dans un des modules, en tout cas d'un morceau du programme, il y a les enjeux environnementaux qu'il ne faut pas négliger. Oui. C'est très consommateur. Il faut aussi en avoir conscience. Oui. Donc des usages raisonnés, en fait, à mettre en avant. Donc peut-être, on a vu dans certaines entreprises des actions du type de crédit de consommation sur l'IA générative. Donc chacun dispose d'un crédit par mois, et une fois que ce crédit est épuisé, il faut attendre le mois suivant pour l'utiliser. C'est très intéressant. Merci Grégory Gallic d'être venu nous rendre visite. Manager Offre Expertise, un livre blanc qu'on peut, je pense, lire, parcourir. Télécharger depuis notre site. Depuis le site de Segos, dont je disais qu'elle allait fêter ses 100 ans en 2026. Tout à fait. On est d'accord. Oui. Merci d'être venu nous rendre visite, Grégory, c'était un vrai plaisir. Reçu. Oui. On tourne une page, on revient à l'humain. Encore que l'IA pourra peut-être un jour intervenir. On parle des aidants, tous ceux qui accompagnent un proche, un ami, un frère, un époux, et qui évidemment partagent leur vie entre leur vie professionnelle et ce travail d'aidant. On en parle avec mes invités. C'est le thème du débat de Smart Job, et c'est tout de suite. Le cercle RH est notre débat pour parler des aidants, de la situation des aidants et comment mieux accompagner les aidants en entreprise. Il y a des dispositifs qui se sont mis en place, qui fonctionnent plus ou moins bien d'ailleurs pour ces aidants qui aident un papa, une maman, un enfant en situation de handicap et qui partagent leur vie, finalement, qui n'ont plus de vie puisqu'ils partagent leur vie entre l'aide et leur travail. On fait le point avec mes invités. Christine Lamidel, ravie de vous accueillir. Vous êtes fondatrice et directrice générale de Tilia, start-up dédiée à l'accompagnement. Et j'ai vu que vous aviez reçu en 2021 le statut de social business de Mohamed Younous, il faut le signaler. On va revenir sur tout ce que vous mettez en place avec les entreprises pour faciliter la vie des aidants. Dieu sait si elle est lourde. Et avec nous, Hélène Rossineau. Bonjour docteur. Bonjour. Ravi de vous accueillir, spécialiste de l'aidance, auteur d'un livre qu'on va découvrir dans quelques instants. J'espère qu'on va le voir, mais je sais que Nicolas Juchat l'a préparé. Un livre qui n'arrive pas, mais vous êtes auteur d'un livre sur ce sujet. Voilà, guide du proche aidant. Chez Pocket, donc sorti en poche. D'abord, un petit mot à vous, docteur, et je vous donne la parole sur les outils, mais un aidant, j'allais dire, vu de la fenêtre d'un docteur, c'est quoi ? C'est presque un métier à part entière ? C'est un métier à part entière, aidant ? C'est un peu un métier à part entière. Le souci, c'est que quand on regarde la définition, elle est très très large. Un aidant, c'est quelqu'un qui aide de manière régulière un de ses proches malades, âgés ou handicapés. Bon. Sauf que c'est pas si simple que ça dans les faits. Et d'ailleurs, toutes les entreprises et tous les RH qui nous regardent le savent très bien. Dans la loi, il y a un trou. Dans la loi, on définit les aidants de personnes âgées, les aidants de personnes handicapées, mais pas les aidants de personnes malades. Donc aujourd'hui, si vous aidez par exemple votre conjoint qui a un cancer, vous n'apparaissez pas dans les textes. Et donc c'est très compliqué pour les entreprises de réussir à définir un statut de l'aidant pour pouvoir derrière accompagner leurs collaborateurs. Et sans tirer le fil trop loin, je veux aider une personne âgée qui est sur mon palier et qui est seule.
hors écran radar. Et pourtant, je viens lui apporter à manger, je lui Complètement. apporte des soins, et je n'existe pas, on est d'accord. Malheureusement, pas vraiment. En tout cas, pas pour la loi. Juste un mot, Christine, quand même, j'ai vu votre parcours et que je trouve assez incroyable parce que vous êtes à la tête d'une start-up qui marche bien, mais auparavant, vous étiez dans la banque. J'y suis toujours. Et vous y êtes toujours. Mais qu'est-ce qui fait que on fait cette passerelle? Parce que vous avez été confronté directement. On ne crée pas une structure comme celle-là sans avoir été impacté par ça. Oui, tout à fait. Alors, je suis effectivement collaboratrice du groupe BNP Paribas et je suis intrapreneur. Et il y a 7 ans, j'ai pu participer à un programme d'intrapreneuriat, d'innovation sociale, pour développer cette start-up que j'avais imaginée pour justement concilier vie pro, vie perso et rôle d'aidant. Quand à un moment donné de ma vie, j'ai accompagné ma grand-mère sur ses derniers instants de vie. Et puis, un de mes 3 fils est atteint de troubles dyslexiques, dysorthographiques. Et quand on doit justement continuer son activité professionnelle, c'est un peu complexe parfois. Quand vous dites complexe, ça veut dire que c'est impossible à vivre ou à faire? Ah non, Vous allez me dire c'est possible? C'est possible, on fait. On fait. On s'organise. Mais Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'au travers de dispositifs comme Tilia pour venir organiser le quotidien, aider dans les démarches administratives, orienter, parce que quand on bascule dans ce rôle, parfois c'est un peu violent et il va falloir s'organiser, accéder aux dispositifs auxquels on peut prétendre en tant effectivement qu'aidant. donc ça veut dire que vous êtes un appui, je dirais, technique, administratif, Oui. logistique Tout pour à fait. soulager celui qui est la tête dans le guidon, dans la relation à l'autre, parfois quelqu'un qui est en train de mourir en fin de vie, Oui. qui est une situation douloureuse. On peut continuer, docteur, vous allez me répondre oui, mais est-ce qu'on peut continuer à avoir une efficacité professionnelle alors qu'on a le cerveau happé, entièrement tourné vers celui qu'on aide? Alors, heureusement qu'on peut, parce qu'on estime quand même, avec les chiffres, que d'ici à 5 ans, 25% de tous les salariés cumuleront emploi et aidance. Donc, j'espère bien que c'est faisable. Non seulement on peut, mais parfois on est même plus efficace, parce que vous savez, on imagine toujours la complexité de gérer 2 choses à la fois. Mais il y a beaucoup d'aidants qui me confient, qui n'ont pas forcément envie de rentrer chez eux tard le soir et qui se noient dans le travail, justement, pour oublier aussi ce qui peut se passer au quotidien. Et en Donc plus, une forme de fuite, je m'autorise. ça peut, mais on développe aussi énormément de compétences quand on est aidant, qu'on appelle des soft skills dans le monde du travail, que ce soit l'écoute, l'organisation, la coordination, la négociation, même le lobbying. Si vous avez déjà accompagné un de vos proches, par exemple, à l'hôpital et que vous avez besoin de négocier avec des médecins ou des infirmières pour obtenir des soins, vous savez que vous êtes devenu bon, parce que c'est un des points qui revient absolument tout le temps. C'est-à-dire être obligé de négocier quelque chose au sein même de En l'hôpital. particulier quand vous êtes une maman et que vous savez que quelque chose va pas chez votre enfant, Ouais, ça vous on ne vous sentez. écoute pas forcément. Ouais. Je vous promets que les compétences que vous développez à ce moment-là, elles sont parfaitement transposables dans le monde du travail. Donc en plus, non seulement il faut les aider parce que c'est important et que c'est compliqué pour la santé, mais en plus c'est à valoriser dans l'entreprise. Côté Tilia, je me suis intéressé à ce sujet à travers des décisions prises par des entreprises, le fameux compte où les salariés mettent des jours à disposition de ceux qui aident. Mais quand on regarde bien le sujet, en fait, il faut que les salariés, dans certaines entreprises, aient éclusé leurs vacances, leur RTT, Oui. et seulement après, ils peuvent ouvrir le coffre à jour libéré. Naïvement, moi, je pensais que ce coffre de jours était prenable comme on le servait sur le... Pas du tout. Non. Non, mais je vous vois sourire. Il y a beaucoup de contraintes en fait. Donc on crame ses vacances, C'est ça. on prend ses RTT et seulement après on a les jours. Oui, ça. Et puis, quand on a aussi les sujets d'absentéisme, parce qu'à un moment donné, eh bien, les aidants aussi ont besoin de temps et peuvent aussi solliciter un arrêt de travail pour mieux s'occuper de leurs proches, être présents. Logique. Aujourd'hui, il y a de toute façon des incohérences par rapport à tous les dispositifs, que ce soit les dispositifs de droit commun par rapport à l'éligibilité de ces aides, parce que, comme le disait le docteur Rossineau, on va avoir, si notre proche n'est pas en incapacité, en situation de handicap, au-dessus de 80%, je ne bénéficie pas des dispositifs et du congé de proche aidant. Très restrictif. Je ne suis pas, pareil, éligible si mon parent est âgé et qu'il n'est pas dans un GIR, donc le degré des gérontologiques Exact. d'indice entre 1 et 4. Et donc, ça veut dire que il faut cocher beaucoup de cases pour pouvoir prétendre à tous ces dispositifs. Et c'est pour ça que nous, on a développé finalement un service qui vienne pallier un petit peu tous ces sujets-là et accompagner individuellement les salariés. Christine, juste d'un point de vue technique, j'ouvre une appli, j'ouvre l'appli Tilia, Oui. et là j'ai un service, une palette
de service qui m'est proposé. Enfin, ça j'imagine. commence déjà par un diagnostic social. Oui. Et donc nos conseillers sociaux vont faire le bilan de la situation, comprendre La photo, l'aidant, d'accord. l'aider, ce qui reste à mettre en place, l'accompagnement dans la constitution des dossiers, etc. Et surtout, là où on va au bout du geste, c'est que nos assistants personnels, ce que d'autres peuvent appeler des care managers, vont être là pour appeler les différents prestataires de services, vont appeler les infirmières, tout ce qui est prestations médicales, paramédicales, prendre les rendez-vous, coordonner, agréger Et les renvoyer informations. ça à l'aidant. Oui, agrégé dans l'application partagée. Et donc, avec un carnet de vie, je vais surtout être notifié du passage des prestataires en temps réel. Ça, c'est important. L'avantage, c'est que quand on est collaborateur d'une entreprise, on n'a pas à faire du présentéisme, à appeler les différents prestataires. Est-ce que vous êtes bien passé? Est-ce que vous êtes disponible là, à visiblement? Sortir de réunion. Donc l'enfer. l'idée, c'est vraiment de se décharger d'une partie qui est assez chronophage et anxiogène de l'organisation du quotidien. Mais on voit bien la situation, on l'imagine, et beaucoup la vivent ou l'ont vécu, c'est-à-dire cette espèce de douleur aussi physique, psychologique, parce qu'on traverse des épreuves douloureuses, on veut continuer à travailler, on est engagé. Il n'y a pas la solution législative, vous y croyez, c'est-à-dire une vraie loi qui étend, parce que le MEDEF en face vous dit, mais attendez, c'est un coût tout ça, quoi. Enfin, je suis un peu abrupte, hein, mais... Non, mais vous avez raison. Oui, ça a un coût, mais de toute façon, tout a un coût. Et si on regarde bien, ne pas soutenir ses salariés aidants, ça a un coût beaucoup plus important. Quand on regarde toutes les études économiques, on estime que un salarié aidant non accompagné dans l'entreprise coûte à peu près 1 500 € par an. Arrêt maladie, Turnover, formation, etc. ou démission, voire même démission. Ou démission, exactement. Donc, si on multiplie ça par 25% de vos salariés, je peux vous dire que le ROI et le calcul sont assez faciles. Donc, ça suffit d'avoir des visions très court-termistes. Et d'ailleurs, de plus en plus d'entreprises changent de vision. Et c'est sur ça que moi, je travaille avec elles. Vous accompagnez au-delà de vos activités de docteur à travers une structure. De quoi? C'est une prise de conscience, c'est de l'organisation, c'est de réorganiser les plannings. Enfin, comment vous faites? Alors, c'est carrément devenu mon activité puisque je suis médecin de santé publique. Donc la spécialité de la santé publique, c'est d'accompagner des populations. Et moi, j'ai appliqué une méthode scientifique à cet accompagnement, la question de la conduite du changement en santé publique. L'idée est que dans tous les pays qui sont en avance sur nous, où il y a des dispositifs législatifs... Le Canada, l'Australie, par exemple. En Australie, depuis 2010, il y a une loi qui impose aux employeurs... par exemple, de la flexibilité de travail si un salarié le demande en tant qu'aidant. À condition qu'il ne monte pas de blanche, excusez-moi, parce que le problème français, c'est qu'il faut cocher 20 cases. Non. Alors, chez eux, c'est plus simple. Chez eux, c'est plus simple. Mais les études qui sont passées derrière ont montré que si la culture interne de l'entreprise n'avait pas évolué, même si le droit existait, il n'était jamais pris. Parce que les aidants ont peur d'être stigmatisés, ont peur qu'on les regarde de travers. Comme ceux qui se déclarent en RQTF. Exactement. RQTH, pardon. Oui, et je veux pas... Et donc, l'idée est d'accompagner l'entreprise dans cette conduite de changement interne, en passant du CODIR au manager, au RH, à des ambassadeurs ou des référents, et enfin à tous les salariés, et de travailler ensemble aux solutions qui correspondent à cette entreprise-là. Et après, on peut passer à des solutions pratiques, des services, du care management. Mais s'il n'y a pas un changement interne dans la manière dont on perçoit les choses, si on n'accompagne pas les aidants pour se reconnaître, si les managers ne savent pas comment réagir face à leurs aidants, par exemple, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Donc vraiment, on accompagne sur la stratégie et le changement. Vous qui avez un pied dans la banque, dans une très grande banque, et qui continuez à porter Tilia, créé depuis 5 ans, 4 ans, les managers, ils ont une responsabilité majeure. Je viens voir mon manager tremblant et je lui dis faut que je vous quitte tout de suite parce que mon fils va pas bien. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le manager dit écoute, il faut trouver une solution. Oui, il y a nécessairement, ce que le docteur aussi nous disait, un accompagnement au changement. Alors, les postures, comment détecter les signaux d'alerte aussi. Il faut avoir en tête que 60% des aidants ne savent pas qu'ils sont aidants, ne se reconnaissent pas dans ce terme aidant. Donc, comment nous, on accompagne en tant que manager aussi quand on détecte effectivement des comportements qui sont différents et répétés. Donc, on intervient aussi pour ça. Mais il y a surtout, on voit des managers qui parfois sont surprotecteurs parce que soit ils ont vécu ça, soit ils ont effectivement des a priori, des idées reçues. Et donc là, ils en font presque aussi trop. Des fois déconstruire, parce que l'idée, c'est de co-construire avec le collaborateur quelque chose qui lui convient. La bonne distance, quoi. Parce que la vie d'un aidant, elle n'est pas linéaire. À un instant T, il peut avoir besoin de temps, un autre besoin de financement, d'autres besoins par rapport à son bien-être et sa santé. Exact. Parce que la précarisation au niveau de la santé des aidants est quand même Les femmes sont quand même souvent, on peut le dire, encore aujourd'hui, en première ligne dans les danses. Oui, majoritairement. D'accord. Ça tend à s'équilibrer. On a 58% de femmes. Alors c'est vrai que même si spontanément, ce sont... on n'est pas loin de 60, hein. Oui.
Oui, Et ça évolue. ça bouge, ça bouge. C'est surtout que quand on regarde plus en détail dans les études, plus ça devient lourd, plus c'est féminin. Donc, quand on regarde par exemple les aidants qui passent plus de 35 heures par semaine à être aidants, en plus de leur travail, c'est quasi que des femmes. Compte tenu qu'on est à 35 heures en moyenne pour les salariés, exactement. Ce sont des personnes qui cumulent 70 heures entre le travail, les danses, plus leur vie personnelle, ce qu'il en reste. Oui, ce qu'il en reste. Mais pour revenir sur les managers, il y a un point aussi, c'est que moi je trouve qu'on met beaucoup sur le dos des managers. C'est compliqué déjà d'être manager. On leur demande beaucoup de choses. Les managers ne sont pas non plus formés à accueillir des histoires qui sont complexes. Nous, en tant que professionnels de santé, on apprend au fur et à mesure à écouter des gens qui arrivent avec une histoire de vie difficile, avec des diagnostics parfois compliqués. Quand on a quelqu'un qui arrive dans notre bureau et qui fond en larmes parce que sa mère est en train de mourir, ou qui fond en larmes parce que son enfant a eu un diagnostic de handicap lourd, c'est pas si simple que ça. Et de l'autre côté, quand on a un collaborateur qui est en colère parce que c'est injuste, parce que les gens le comprennent pas, parce que c'est pas simple non plus. Qu'on l'a pas libéré comme il le voulait. Et exactement. C'est donc les managers, il faut aussi les accompagner et les soutenir eux. Parce que sinon, on les met dans des positions qui sont très compliquées. Avant de nous quitter, vous militez, parce qu'il y a une forme de lobbying sur ces sujets. Je pense que c'est grâce aux médias, grâce à vos prises de position, à vos entreprises. Il faut une nouvelle loi, il faut qu'il y ait un grand Grenelle de l'aidance, parce que c'est des sujets qui ont un impact sur notre économie et puis sur nos vies tout court. Moi, je pars du principe qu'avant de faire une loi, il faudrait faire un grand débat. Parce que plus j'avance, plus je me rends compte que je pense qu'on l'a pris dans le mauvais sens, ce sujet des aidants. On est arrivé avec nos constatations de terrain sur ce qu'il fallait faire, mais ce qui bloque, c'est la culture des gens, c'est la tradition, on est habitué à ce que les femmes fassent, c'est complètement transversal, ça peut pas être le ministère de la Santé. Un monde patriarcal. Mais oui, et il faut qu'on demande aux gens, un peu comme on le fait sur la fin de vie, un peu sur ces sujets qui nécessitent qu'on demande où ils veulent se situer, c'est la manière dont ils voient leur famille, dont ils voient leur vie. Il faut qu'on leur demande d'abord comment ils le voient et ensuite on refait une loi. Une loi ou pas 20 secondes, Christine. Alors, moi, ouais, non, ça va pas être possible parce que je suis très bavarde. Mais en tout cas, je pense que ça doit être aussi sorti de uniquement le prisme de l'aidant, c'est-à-dire que c'est les vulnérabilités. C'est un parcours de vie. Eh bien, il y a des épreuves. Il faut pouvoir, en tout cas, y répondre et ne pas avoir à choisir entre son activité professionnelle et son. Vous l'avez trouvé, vous, le juste équilibre, Christine, avec Tilia, avec vos activités, vous le trouvez cet équilibre? Oui, bah oui. Mais c'est un défi quotidien. Moins maintenant. Moins maintenant. Parce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on partagera. Et parce que vous avez Tilia, je rappelle que vous avez fondé Tilia tout en étant toujours au sein de la BNP et que vous portez cette entreprise et que c'est un outil nécessaire. Et qu'on accompagne une trentaine déjà d'entreprises. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous, docteur Hélène Rossignol, spécialiste de l'aidance, avec le livre que l'on a vu, spécialiste en santé publique. Et vous avez une structure que je n'ai pas citée. Because we care. Voilà, je voudrais que comme ça, tout le monde puisse avoir eu l'égalité sur ces structures respectives, engagées toutes les deux, vous l'aurez compris, pour les aidants et les aidants, parce qu'il y a aussi des hommes, il faut le rappeler. Merci à vous, mesdames, de nous avoir éclairés. On termine notre émission avec le livre de Smart Job. Alors, c'est un sujet, là aussi, qui touche principalement les femmes, mais ça peut bouger. Le syndrome bon élève, avec un livre passionnant écrit par Diana Paola. Bah oui, toujours bien faire. On en parle avec des fiches pratiques, justement, pour essayer de réguler tout cela. C'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, Le syndrome du bon élève, édité chez Diathéno et écrit par Diana Paola. Elle est notre invitée. Bonjour Diana. C'est une joie d'être là. Un plaisir partagé. 52 fiches et outils pour se libérer du perfectionnisme et du besoin de reconnaissance au quotidien. On n'écrit jamais un livre par hasard. Est-ce que vous étiez, vous, avant de diriger votre entreprise, leadership et accompagnement des dirigeants, est-ce que vous étiez dans ce syndrome de la bonne élève ? Je pense que tout vient de l'éducation et j'ai dû être élevée et j'ai été élevée par les il faut, tu dois, c'est important. Mais surtout, ce livre, c'est le fruit des 1052 femmes et 709 hommes que j'ai pu accompagner ces 15 dernières années. 1052 femmes, et donc plus de femmes, je le disais en introduction, gagnées, touchées par ce syndrome du bon élève ou de la bonne élève. Comment vous le définiriez ? Parce qu'il est assez clairement, vous y mettez une définition assez claire, hein, les attentes très élevées désignent des standards de performance ou des objectifs ambitieux et souvent irréalistes. C'est ça ? C'est ça, je ne vais pas dire qu'il est genré ce livre, mais c'est vrai quand on le présente, puisque c'est un livre qui fait un gros buzz sur 6 pays francophones, les femmes ont tendance à dire « Oh non mais c'est tout moi ». Et les hommes
si on genre l'accueil, disent « Oh, moi j'étais mauvais élève ». Or déjà, le point 1, c'est que le bon élève, l'inverse, c'est pas le mauvais élève, c'est l'élève confiant, assertif, sûr de lui. Et le deuxième point, c'est que je prends souvent l'exemple de l'homme qui fait son marathon. Il est dans un syndrome du bon élève. S'il pousse ses limites à fond, il boit plus, il se couche tôt, son alimentation est surveillée. Il s'entraîne. Il s'entraîne, mais pas simplement. Il s'entraîne avec un chrono, avec des performances, avec un copain, souvent un coach, et il veut dépasser ses limites. Et donc, il est dans un système de syndrome du bon élève. Être bon élève, on apprécie. La personne qui arrive à l'heure, la personne qui est on time, qui est positive. Ce qu'il y a, c'est quand c'est trop. Quand de ce cercle, et vous parliez des 52 outils, ce cercle vicieux d'être trop bon élève, il faut en sortir de ce perfectionnisme. Mais on parlait des femmes qui sont plus nombreuses parmi celles que vous avez citées, plus de 1000 et quelques hommes et 700 hommes. Le risque du syndrome de la bonne élève, c'est une forme d'épuisement. C'est-à-dire on va trop loin et on s'épuise. C'est clairement un épuisement et ça va même au-delà, ça développe de l'anxiété et on va jusqu'à glisser sur de la dépression. Vers du burn-out, bore-out ou brown-out. Mais ça veut dire que ça renvoie quand même entre le défi que je m'impose à moi-même, j'attends aussi de la reconnaissance et cette reconnaissance n'arrive pas à la hauteur que j'attendais. Donc ça génère de la frustration, de la déception et donc des risques de dérèglements psychologiques. Exactement, d'où le mot syndrome. Le mot syndrome, ce n'est pas une pathologie, puisqu'il n'y a pas de traitement derrière. C'est juste une accumulation de trop qui fait qu'on arrive sur un glissement clinique. Donc, il faut couper. Et par rapport à ce que vous dites, pourquoi 52 ? C'est que je voulais qu'on trouve des solutions. 52 semaines, 52 notes blanches dans un piano, 52 cartes de jeu, on le prend comme on veut. Soit on le lit du 1 au 52, soit on le lit de manière disruptive, et d'ailleurs vous pouvez l'ouvrir et voir sur quoi vous tombez, et souvent ça fait sens à chaque fois. C'est tout à fait exact, je fais très souvent cela, j'ouvre ma page et je tombe sur la partie affirmation de soi, outil 25. Définition, l'affirmation de soi et la capacité à exprimer ses opinions, ses besoins, ses désirs de manière claire, respectueuse et assertive, tout en respectant également les droits et les sentiments des autres. C'est une très belle définition, mais elle ne s'adapte pas à la bonne élève. La bonne élève, elle veut toujours faire bien, elle est quand même toujours dans la performance avec elle-même, face à elle-même. Le livre est fait de telle sorte à ce que ça serve aux bons élèves et aux élèves confiants. Mais quels conseils vous leur donnez à celles et à ceux, puisqu'il y a des hommes qui font trop loin et qui sont dans ce syndrome ? Fais un pas de côté, réfléchis, prends le temps. 4 piliers et 3 outils principaux. Le 4 piliers, c'est on est souvent de ce cercle vicieux du trop, on se sabote, on voit le négatif. Changeons et mettons-nous dans un cercle vertueux. À quel moment vous vous faites 3 compliments par jour sans « mais ». J'ai réussi mon interview de télé sur Smart Job, j'espère. Mais pas de « mais ». Mais, pourquoi on met un « mais » ? Donc comment on fait de ce cercle vicieux à ce cercle vertueux ? La deuxième chose, c'est comment on fait les choses autrement. On veut demander une augmentation de salaire, mais ça marche jamais. Ok, quel baby step, quel petit outil tu vas mettre en place pour faire différemment ? Le troisième, c'est coupons ces freins limitants. Par l'éducation, par mon père, ma mère, mon boss, c'est souvent la faute de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Comment on fait différemment ? Et le dernier, c'est oser le déséquilibre. Oser couper sa journée de travail pour aller faire la promotion de son livre avec un journaliste talentueux qui met un peu la pression quand même. Mais quelle élégance, Diana, quelle élégance. Ça sera le mot de la fin. On finira sur talentueux, ça me fait bien plaisir. Merci Diana Paola d'être venue. Le syndrome du bon élève, il n'y a pas que des femmes pour couper court à tout malentendu. Évidemment. Et ça concerne tout le monde et ça vous concerne. 52 outils pour se libérer du perfectionnisme chez Diathéno. Lisez ce livre. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci Diana d'être venue sur ce plateau. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, Saïd au son et merci évidemment à Nicolas Juchat qui était derrière et qui était dans mon oreille. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.